Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon. Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires. Nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu. Et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Donc nous sommes à la sortie du Chapeau d'Ébène Théâtre. Nous avons vu le spectacle Lost, perdu. Alors Françoise Glière, vous êtes metteuse en scène de ce spectacle et vous l'avez écrit. Vous pouvez peut-être nous en parler, nous parler peut-être du point de départ. Le point de départ, c'est l'envie de parler de l'enfance abandonnée. C'est l'envie de parler de comment, quand on est enfant abandonné ou qu'on a vécu une forme d'abandon, on peut se construire et on peut devenir grand ou non. Et justement, ça parle de ça. Et vraiment, le déclic, au-delà de cette envie qui était profonde et depuis longtemps, ça a été la connaissance d'un fait divers qui s'est passé il y a 2 ans au Japon sur des parents qui, ne sachant comment élever leur enfant un peu turbulent, un peu trop, faisant un peu trop de bêtises, finissent démunis par le laisser au bord d'une forêt pour lui faire peur, pour le punir. Et quand ils sont revenus le chercher peu de temps après, l'enfant avait disparu en forêt. Il s'est perdu pendant 1 semaine. On l'a retrouvé, heureusement, au bout d'1 semaine, ce sont des militaires en patrouille qui l'ont retrouvé, vivant. Et ça a vraiment été le déclic, parce que je me suis dit, finalement, c'est comme un petit poussé, mais contemporain. Dans le sens où avant, dans tous ces contes, on abandonnait les enfants parce qu'on ne pouvait plus s'en occuper, parce qu'on ne pouvait plus les nourrir et qu'ils étaient condamnés à mourir de faim et on ne voulait pas les voir mourir de faim. Et là, on les abandonne parce qu'on ne sait plus comment les élever. Donc ça raconte beaucoup de choses sur l'éducation aujourd'hui. Ah oui, et vous avez eu un point de départ particulier, mais vous l'envisagez de manière générale, sur l'éducation, sur le rapport à l'enfant, sur la situation des parents. Oui, sur un moment donné, comment un enfant qui ne répond pas peut-être pas à l'enfant rêvé des parents, hein, c'est oui, dit voilà. dans le spectacle. Nous, spectateurs, au début, on a cette impression-là d'un enfant peut-être différent, qui ne parle pas, qui est très hyperactif, on dit maintenant aujourd'hui. Oui, puis déjà quand il naît, il est plus petit que les autres. On a tendance, quand on est jeune parent, à comparer avec d'autres enfants, c'est ce qui est dit dans le spectacle. Donc déjà, il y a et la famille des horreurs. L'enfant rêvé n'est pas celui qui arrive, il est différent et au lieu de l'accepter, de l'aimer tel qu'il est, on reste avec ça et l'enfant qui le sent, eh bien, du coup se construit un peu différemment et c'est toute cette non-communication en fait, cette difficulté de s'aimer ouvertement et de le dire qui est signifiée dans le spectacle. Ah oui, le texte est très beau, j'ai trouvé assez riche et émouvant. Et alors justement, vous faites un seul en scène quasiment, hein. Je ne parle pas du monstre qui est à côté de vous, donc Clément Dubois. Vous êtes Christophe Luis, oui. Et vous jouez le rôle de l'enfant et de l'adulte. De l'adulte Enzo qui vient retrouver petit Enzo. Son enfant intérieur, on va dire. Oui, voilà. Enfin, ou l'enfance qu'il a laissé probablement au fond de la forêt. C'est ça, oui. Alors est-ce que vous pouvez me parler de cette prise en charge du texte, de cette thématique. Vous avez dû aller chercher un peu loin. Je vais vous dire des phrases assez bateaux, mais notamment dans un spectacle comme ça où ça touche à l'enfance, on va puiser en soi. Enfin, c'est ce que vous diront beaucoup de comédiens. Voilà, donc je sais que je m'inspire
beaucoup de choses de moi. Il se trouve que moi aussi j'étais le plus petit dans les cours de récré et que moi aussi j'avais des petites jambes et que voilà et que je faisais des bêtises et que j'étais un peu speed et voilà. Oui. Donc je mets beaucoup de moi en fait dans ce spectacle. Oui. Voilà. Oui, mais oui. ça c'est personnel. C'est sans doute ce qui donne une grande empathie pour le personnage. Est-ce que vous diriez que c'est un spectacle pour enfants? Ah complètement. Oui. Je vous le dis par expérience parce qu'on a créé le spectacle en mars et on a une série avec les coproductions, etc. Et on a fait beaucoup de scolaires et en fait c'est les adultes qui pensent que c'est... À chaque fois on me dit mais c'est destiné aux enfants, vous êtes sûr quand même? Et en fait les enfants ils s'identifient complètement parce que je revis un petit peu, le personnage revit l'enfant qu'il a été. Et les enfants ont une grande empathie en fait et s'identifient complètement à l'enfant et puis ils se voient eux-mêmes en train de faire des bêtises, de casser des trucs et des fois c'est sûr et que les parents les rembardent et les grondent. C'est ça. Oui. Donc du coup et puis même ça les fait réfléchir, dire oui c'est vrai quand même papa maman ils râlent mais peut-être qu'ils ont pas tort quand même, c'est vrai que je suis pas super quand même des fois. Ouais non il y a vraiment. Oui. Moi j'ai eu le préjugé idiot que l'on a devant certains contes de fées, alors je sais que c'est tout à fait pertinent bien sûr et fort, mais c'est à propos de la bête. Je me suis dit mais c'est effrayant, un enfant qui verrait ça va avoir peur. Mais on l'a tous eu le monstre dans le placard, on l'a tous eu sous le lit et tout, donc je crois que c'est quelque chose d'universel quoi. Oui. Et c'est pour ça que la scène là où l'enfant chevauche la bête, mais qu'elle est émouvante, qu'elle est belle. Ah super. Ah, on a les larmes aux yeux. Moi j'adore quand le spectacle nous amène comme ça. Soit il nous fait sourire ou rire bien sûr, ou regarder avec attention, mais quand il va jusqu'à ce point d'émotion, là, moi je trouve qu'il y a quelque chose de réussi. Parce qu'on prend son temps pour toucher le spectateur aussi. On n'est pas que dans l'action, le texte, débité à toute allure, enfin bref. Oui, donc bravo. C'est d'ailleurs l'affiche du spectacle, je crois. C'est ça. Il me semble. C'est ça. Oui. Et alors, comment vous l'avez inventé, cette bête? Vous avez participé? Alors, je m'adresse à la bête. Oui, bonjour. Bonjour. Non. Alors, comment on l'a inventé Pour nos auditeurs, je dis qu'effectivement, le comédien est un peu plus petit que la bête, qui est beaucoup plus grosse. Oui, j'ai été sélectionné aussi pour ça. C'est Françoise qui m'avait demandé. Il cherchait justement une bête, une personne pouvant travailler sur un travail corporel, parce qu'au final, je ne vois pas grand-chose sur les ensembles des personnages que je dois jouer dans le spectacle. Donc il y a un travail comme ça de cheminement et d'avoir un rapport de contraste avec Christophe, donc sur la hauteur. Oui. Et c'est toi Françoise qui a inventé cette bête. C'est cette image de la peur en fait. Oui voilà, cette image de la bête, alors on reconnaît des cornes de yak ou je sais pas. C'est la bête que petit Enzo se fabrique. Bien simplement. sûr. On a tous, comme disait Christophe, des peurs, le monstre dans le placard et le monstre, suivant chaque enfant, il est différent, il revêt une forme différente. Et là, c'est le monstre et c'est la peur du petit Enzo. Voilà, c'est ça. Son monstre à lui, qui bien évidemment, parce qu'il est tout seul, le poursuit dans la forêt. Et cette peur-là, justement, quand il va aller enfin vers cette bête, c'est apprivoiser sa peur. Oui, tout à fait. Et monter dessus, ça y est, il a voilà. plus peur. Voilà, c'est sans doute ça qui nous touche. Il part avec cette bête. Oui, même adulte, on a encore des peurs. Mais ne dis pas la fin. Je te dis, c'est spoilé. Pour votre jeu d'acteur, vous vous êtes inspiré d'enfants? C'est peut-être une question bête. Je sais pas, chacun a son petit parcours personnel. Non, je pense que j'en sais rien, j'ai travaillé sur moi, en fait, je suis parti de moi vraiment, je pense. On peut parler peut-être du décor? Oui, alors la scénographie, c'est Violette qui a imaginé la scénographie. Allez-y. Oui, alors en fait, moi ce que je me suis dit, si on se perd dans une forêt, comment on fait? Où est-ce qu'on se retrouve? Alors je me suis dit, on a besoin de trouver un refuge, on a besoin de peut-être monter sur un rocher pour avoir de la hauteur, voir où on est. On a besoin de trouver un endroit pour se réfugier, se sentir un peu peut-être en sécurité. Et un coin de ciel.
Exactement. Ça, c'est assez génial. Ça, c'est à la fois la trouée dans les feuillages dans la forêt, et puis en même temps, il y a un côté un peu grotte. On est au fond de la grotte et on voit la lumière au-dessus. Et voilà, c'est vraiment le repère aussi, ce ciel. On appelle ça le ciel, en fait, entre nous. Oui. C'est un repère pour Enzo. C'est les éléments, ce espèce de rocher, abri, dans cette clairière, avec ce bout de ciel. C'est là où il a vous trouvé. avez imaginé ce module qui fait petite maison, qui fait grotte, Oui, qui fait un peu qui tourne, Voilà, c'est une sur sorte. lequel il peut grimper. Tout à fait. Voilà. C'est aussi l'idée d'un sorte de terrain de jeu, d'un espace qui s'est approprié, sur lequel il peut grimper, rentrer, avec plusieurs facettes comme ça. Et puis l'idée aussi que ça puisse évoluer avec la dramaturgie. Voilà, c'est pour ça que ça tourne, que ça offre une autre possibilité, que ça amène aussi une certaine poésie dans cet espace. Oui, c'est un module polyvalent. Oui, ça c'est bien de le voir évoluer. Tout à fait. Et puis, j'ai pas non plus cherché à faire un vrai caillou, un vrai rocher. Non. Parce que je voulais pas faire semblant. Non. Je me suis dit, il faut casser un peu. Donc, je suis restée dans des choses très géométriques. On est au théâtre quand même. On n'a c'est pas ça. besoin de vrais rochers. Non, voilà. C'est Pour les autre tourner, chose. c'est plus compliqué quand même. Et oui, vous avez raison. Et puis le travail aussi avec Nicolas Massé, l'éclairagiste, qui a eu cette très belle idée de faire ces petits yeux dans la forêt sur les côtés. Tout à fait. Avec cette idée un peu de végétation qui... Voilà, c'est pareil, des petits... On peut s'imaginer que ce sont des petits êtres qui sont dans la forêt qui nous regardent. Pour le spectateur, c'est un peu subliminal, ça. Ah oui. Je ne sais pas si on a été bien conscient. Moi, je m'en suis rendu compte que vers la fin, qu'il y avait ces petits yeux là tout autour. Donc, je n'ose trop rien dire de ça. Je l'ai vu un peu tard. D'accord, mais je crois que ça dépend aussi des endroits où on est placé dans la salle. Quand on est sur un côté, je pense qu'on les voit peut-être mieux. Mais voilà, pareil, mais après, c'est des choses subtiles qui viennent souligner. Oui, donc c'est une création collective. Vous avez travaillé tous ensemble? Oui, c'est une création collective dans le sens où moi, je n'ai pas écrit le texte avant. J'ai écrit 2-3 choses que j'ai donné à dire à Christophe quand on s'est vu la première fois pour les premières répétitions. Et en fait, même si je savais le fil à peu près, je savais le propos bien sûr, mais l'écriture pour moi elle se construit en même temps que se construit la mise en scène, en même temps que je vois comment les comédiens évoluent avec, etc. Donc c'est un enrichissement mutuel. Oui, bien tout à fait. sûr, Comme la scénographie, en amont, on a beaucoup discuté avec Violette Gravine, scénographe, pour être d'accord sur l'univers qu'on avait envie de donner. Et puis la scénographie n'est pas faite non plus avant, parce que on avait besoin de voir comment Christophe allait dans son jeu, peut-être avoir besoin de monter, descendre, se réfugier, et tout ça s'est construit ensemble en fait, petit à petit. Ah oui. Puis il y a aussi une musique, il y a une bande son. Enfin, il y a Yannick Chambre, qui est musicien, qui a fait... il est électro-acousticien, non? Non, il est pianiste de formation, même très bon pianiste jazz, mais il est très polyvalent. Et en fait, quand il a vu les premières répétitions, tout de suite, il a dit bah oui, je vais aller dans la musique électronique, parce que c'est la forêt, parce que là aussi, on voulait pas... Comme on ne voulait pas mettre des arbres sur la scène, on ne voulait pas non plus mettre des petits chants d'oiseaux, etc. Mais que tout ça suggère, la suggestion d'un univers qui est à la fois forêt, mais au-delà de la forêt, qui est un univers un peu fantastique. Oui. Bon, alors c'est votre premier Avignon, là? Non, vous avec ce spectacle, avec ce spectacle, oui, c'est le début. Mais sinon, la compagnie est venue 3 fois, c'est la 3e fois. La compagnie s'appelle Lily Labelle Compagnie, on est de Clermont-Ferrand. Voilà, c'est ça. Je ne vais peut-être pas en dire plus, mais on mettra les liens évidemment sur les podcasts en particulier, parce que les gens n'iront peut-être pas sur la radio immédiatement. Mais pour les festivaliers, oui, ce sera en podcast. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci. C'est un beau spectacle. Merci Bravo. Merci beaucoup. Merci.